Bien, nous allons entamer notre première des 3 tables rondes. Alors, la thématique de cette première table ronde, vous l'avez compris, elle est essentielle. Ça a été dit par les différents intervenants. C'est réduire les coûts pour assurer la viabilité de cette filière. Nous aurons 2 tables rondes ensuite. La seconde, ça sera sur améliorer le cadre. Et puis la troisième, à partir de cette amélioration du cadre, comment structurer cette filière. Alors, réduire les coûts, ça a été dit, le développement des EMR est en pleine poussée, notamment depuis 1 an, il y a eu beaucoup de choses. Le deuxième appel d'offres de 2 fois 500 mégawatts a été attribué, 2 fermes pilotes pour les hydroliennes, il y a le projet Nemo en Martinique. Alors, on sait tous que le développement des EMR est lié, ça a été rappelé à l'instant par M. Eric Orsena, est lié aussi à la réduction des coûts. Alors, l'objectif de cette première table ronde, c'est comment réduire les coûts, et puis, même si, Monsieur le Directeur Général X, ce n'était pas toujours facile à prévoir, à quelle échéance peut-on espérer cela? Alors, pour nous permettre d'appréhender cette évolution plus que nécessaire, j'ai le grand plaisir d'appeler Madame Anne-Bénédicte Guénacht, Rémi Chabria à venir me rejoindre, Alexis Krama, Philippe Cafafian et Monsieur Laurent Michel, qui clôturera cette première table ronde. Alors, avant que les différents intervenants puissent s'exprimer à leur tour, on aura une introduction qui sera faite par Mme Anne-Bénédicte Guénacht, qui est de l'European Wind Energy. Pour la tribune, peut-être. Mesdames et messieurs, bonjour. Always am high, Duc in altum, peut-être pour nos oreilles plus françaises. Allons toujours plus haut, avançons au large. C'est bien ce que l'industrie de l'éolien en mer est en train de faire en ce moment, marchant sur cette corde raide de la réussite qu'est la réduction des coûts. Pourquoi est-elle si raide? Tout simplement parce que nous ne survivrons pas d'ici 2030 si nous ne réduisons pas ces coûts de façon substantielle, mais aussi rapide. Et bonne nouvelle, et c'est vraiment ce message que je veux que vous reteniez, et je défie les autres intervenants de le montrer, c'est que l'industrie de l'éolien en mer n'est pas restée avec ses objectifs, ses ambitions de réduire ses coûts, mais qu'elle est réellement en train de le faire. Et c'est ce que je vais vous montrer, et c'est ce que... Donc je défie les autres intervenants de nous montrer ce qu'ils sont en train de faire, chacun avec leur expertise. Donc je travaille pour l'EWEA, qui est la Fédération européenne de l'industrie de l'éolien. Nous sommes basés à Bruxelles et donc nous sommes la grande sœur du CER. Nous représentons plus de 600 membres, parmi lesquels vous reconnaissez les leaders du marché, Siemens, Vestas, Enercon et Iberdrola pour les compagnies électriques. Mais avant vraiment de rentrer dans le cœur de ce sujet qui est la réduction des coûts, regardons rapidement ce qu'il en est de cette filière de l'éolien en mer. Donc c'est une filière qui est en fait toute récente, qui a commencé dans les années 90, mais qui est la filière qui, parmi les renouvelables, a un taux de croissance formidable. On a une croissance annuelle ces 5 dernières années de 31%, et avec une explosion ces 3 dernières années. Donc comparé par rapport aux autres renouvelables, comparé par rapport aux autres industries, c'est vraiment donc une croissance record. Donc une industrie qui, à la fin de 2014, représente 8 gigawatts installés en Europe. C'est peu, me direz-vous, si on compare par rapport à l'éolien terrestre, on en a 120 en ce moment. Mais c'est une industrie qui démarre, qui a de fortes ambitions. On va ajouter environ 2 gigawatts en plus cette année. Et pour 2020, donc, nous devrions avoir 23,8 gigawatts installés et en 2030, environ 65 gigawatts installés. Mais cette croissance exponentielle, c'est bien gentil, mais il faut qu'elle s'accompagne d'une même réduction des coûts qui, elle aussi, doit être exponentielle. Et alors, qu'en est-il? Quelle est notre bataille? Notre champ de bataille, la réduction des coûts. Bon, sur ce schéma, vous n'allez pas voir le nom des projets en détail, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous regardiez surtout les 2 courbes, les 2 flèches. Vous avez vraiment, en fait, 2 grandes étapes. On a tout d'abord eu une phase de pré-industrialisation. Donc, on a commencé avec le projet Windeby au Danemark. C'était un projet, pour vous donner une idée, à l'époque, en 91, on avait besoin de 11 turbines pour avoir 4,95 MW. Maintenant, vous prenez une turbine à Douai et c'est réglé.
Donc vraiment phase de pré-industrialisation, des projets qui sont faciles, des projets qui sont petits, des projets qui sont faits près du rivage. Et déjà en fait, pendant ces premières années, donc avant même d'arriver à la phase commerciale, on voit qu'on a un mini-effet d'expérience que vous pouvez voir sur ce schéma. On a ensuite le projet Middle Grundon, et là, tout d'un coup, hop, on voit les prix qui bondissent. Tout simplement, on passe à des fermes éoliennes qui sont plus grandes, qui sont plus loin des côtes, qui sont en eau plus profonde, et la chaîne de valeur peine à y répondre. Et on est dans cette dernière partie, qui doit continuer telle qu'elle, où on commence à avoir une courbe d'industrialisation. On commence à avoir les premières réponses de la chaîne de valeur. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer, vraiment passant de la théorie des ambitions qu'on a de réduction des coûts et vous montrer ce qui s'est passé ces 3 dernières années et qui doit donc continuer. Des ambitions ont été clairement affichées par l'industrie de l'éolien en mer, aussi par les gouvernements. On connaît l'importance vitale vraiment de cette réduction des coûts d'ici 2030. On a eu, vous connaissez ces études, la toute première menée par le Crown Estate au Royaume-Uni en 2012, vraiment donnant ce chiffre de 100 pounds du mégawattheure d'ici 2020, donc vraiment en déployant une feuille de route sur la façon dont ces coûts doivent être réduits. Ça a été suivi ensuite, 1 an plus tard, par les Allemands qui reprennent ce chiffre magique de 100 € cette fois du mégawattheure. Les Hollandais, les turbiniers aussi, tels que Siemens, ont pris les mêmes engagements, reprenant ce même chiffre, s'engageant à réduire les coûts de 40% d'ici 2020, les compagnies électriques Vattenfall, Dong Energy. Donc des ambitions clairement affichées, mais comment cette réduction des coûts peut-elle se faire et d'où vient-elle ? Sur ce PowerPoint, sur ce diapo, j'ai repris une image donc, que vous retrouvez dans les autres rapports et les résultats sont exactement les mêmes, vraiment montrant que la réduction des coûts, la part de Lyon vient vraiment des turbines qui doivent être plus grandes, avoir une capacité plus importante. Et pour vous donner une idée, parce que ce sera aussi intéressant pour un autre intervenant, en fait, quand on parle de ces turbines, on parle de l'augmentation de capacité, mais on parle aussi de tout ce qui est du design des pales, de la production de ces pales. Mais dans cette réduction des coûts, donc, on a les turbiniers qui ont un rôle important à jouer, mais aussi tous les autres. Et il faut vraiment garder en tête les autres éléments de la chaîne de valeur, que ce soit ceux qui font donc, les fondations, l'équipement électrique et autres. Donc maintenant, en 2015, qu'en est-il ? OK, on a eu des ambitions clairement affichées, on sait que c'est important. Qu'est-ce que l'industrie est en train de faire ? On a eu tout récemment une étude en février 2015 qui est vraiment très intéressante, qui vient du Royaume-Uni, et après je vous montrerai d'autres pays. Cette étude a été faite tout simplement par rapport à la feuille de route qui a été lancée en 2012, par rapport à cet objectif des 100 pounds du mégawattheure d'ici 2020. Et en fait, elle a analysé les projets britanniques et elle montre qu'entre les projets de 2010-2011 et ceux de la tranche 2012-2014, on a déjà réussi en 4 ans à réduire les coûts de projet de 11%. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train même d'être en avance par rapport à la feuille de route qu'eux-mêmes avaient prévue. Donc, on voit que c'est le cas au niveau britannique. Quand on regarde, par exemple, les prix d'exercice, on voit pour les derniers projets East Anglia 1 qu'on est à du 120 pounds du mégawattheure et le deuxième, 115. On voit ça aussi au Danemark, où on a eu tout dernièrement, il y a quelques mois déjà, les résultats de l'appel d'offres pour le Hornsref 3, qui nous montre un prix du mégawattheure de 103 €. Donc c'est déjà 32% de moins de ce qu'on avait eu pour Anholt. Comment cela est-il en train de se faire et qu'est-ce qui va poser problème ? Vous ne verrez pas forcément tous les détails, mais je vais vous l'expliquer. En gros, tout ce qui est en vert, c'est ce qui marche bien. Tout ce qui est en jaune a un problème et vous voyez un peu de rouge en bas. Pour l'instant, ce qu'on voit très clairement, c'est que oui, l'industrie de l'éolien en mer est vraiment en train de réduire ses coûts. Pourquoi ? Parce qu'on utilise des turbines qui sont plus grandes. Pour vous donner une idée, en 2010-2011, on travaille avec une capacité moyenne de 3,6 MW. Sur des projets 2012-2014, on est passé à du 5-6 MW. Donc ce sont des turbines qui en elles-mêmes ne sont pas forcément
on va dire, moins chers à l'achat, mais qui ont un meilleur rendement, qui sont aussi plus fiables et donc qui contribuent réellement à diminuer les coûts de la filière. Et c'est ce qu'on a vu ces 4 dernières années avec ce 11% de réduction des coûts des projets. Maintenant, là où il y a un problème, c'est pour tous les autres éléments de la chaîne de valeur. Et c'est ce que vous voyez en bas, jaune, rouge, ce sont toute la production des fondations, l'équipement électrique qui ne suit pas. Tout simplement, on voit que la chaîne de valeur a du mal à investir, n'ayant pas assez confiance dans les volumes de marché. Et ce sont aussi des secteurs, en fait, des sociétés qui travaillent aussi dans d'autres secteurs, tels que la construction, par exemple, et qui ne sentent pas forcément l'urgence de réduire les coûts. Là où on a aussi fait du bon travail, c'est tout ce qui est la collaboration, l'échange d'informations. Dong Energy, par exemple, a travaillé sur tout ce qui est la collaboration avec d'autres développeurs tels que SSI, RWE, pour partager des bateaux. Donc on a une optimisation, une collaboration qui est en train de se faire et c'est essentiel. C'est ce sur quoi EWEA travaille vraiment le concept d'industrie unie. On n'arrivera pas à réduire les coûts tout seul. Ce n'est pas un développeur qui va réussir à réduire ses coûts tout seul. Il doit travailler avec les autres et on doit échanger de l'information. Et enfin, là encore, on a du travail, mais on voit que ça avance. C'est tout ce qui est l'innovation, la recherche, le développement. Parce qu'on peut réduire les coûts avec des volumes de marché, mais il y a des secteurs où on doit réduire les coûts avec de la recherche et du développement. Typiquement, les matériaux. Ce qu'est en train de faire Dong, par exemple, avec des universités britanniques et irlandaises, vraiment travaillant sur la réduction de l'acier dans les fondations. Et peut-être juste, parce que je disais que ça allait mal pour l'équipement électrique, mais je sais que Siemens en parlera demain. Il y a une innovation très intéressante qui a été lancée ces dernières semaines et qui consiste donc ce qu'on appelle le HVAC. Ils travaillent aussi sur le HVDC, donc des systèmes de conversion qui sont directement mis sur les turbines et qui vont vraiment contribuer à cette réduction des coûts pour l'ensemble du secteur. Donc, quels sont les facteurs clés de la réussite? On a besoin, ça a été cité, d'un cadre réglementaire stable, tout simplement parce que oui, l'industrie est en train vraiment de faire son travail, mais il faut aussi que les politiques fassent de même et nous donnent un cadre réglementaire stable et clair qui nous permette d'avoir assez de confiance dans les volumes du marché et de permettre à d'autres éléments de la chaîne de valeur d'investir. Pour continuer la réduction des coûts, on a besoin de turbines plus grandes, donc d'une meilleure intégration de la chaîne de valeur. Ça a été mentionné, tout ce qui est l'accès au financement, le plan Juncker ou EFSI, qui est très bon. Le besoin d'investir plus dans tout ce qui est le réseau électrique. On a aussi énormément besoin de travailler, c'est ce qu'on est en train de faire à EWEA avec tout ce qui est le secteur bancaire, même les compagnies d'assurance, vraiment pour être sûr qu'ils aient une bonne perception du risque de l'éolien en mer. Et ça, c'est essentiel. Et ensuite, continuer sur tout ce qui est le leadership en recherche et développement. Merci à la Commission pour ces programmes de recherche qui nous aident bien. Et enfin, les systèmes de planning, ça a été mentionné, de procédures, de permis qui peuvent optimiser et qui peuvent être simplifiés. Donc voilà, ce sont beaucoup d'éléments. Mais on est en train de le faire, donc on n'est pas resté au stade des ambitions, mais on voit clairement une réduction des coûts, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et je laisse maintenant les autres intervenants rebondir là-dessus et nous passer, j'espère, le même message. Merci. Merci beaucoup, Madame, pour cette mise en perspective et puis les bonnes nouvelles concrète, pragmatique que vous annoncez. Alors, une intervention qui va être un petit peu dans la continuité de la vôtre, qui est celle de M. Rémi Chabriat, qui est directeur production énergie durable à l'ADEME. Alors, peut-être allez-vous nous parler autour de 3 questions. D'abord, quels sont les leviers possibles selon vous? Les confirmez-vous? Insistez-vous sur d'autres leviers pour bien sûr réduire les coûts? Comment l'ADEME, ensuite, peut-être peut contribuer à cette réduction de coûts? Et puis, peut-être pouvez-vous vous hasarder à quelques pronostics sur les évolutions éventuelles, disons, de réduction de coûts? Bien, merci. Je devais avoir 2 images, si c'est possible. Voilà. Je vais essayer de répondre dans le désordre,
Si vous m'autorisez. La première question qui était posée dans le programme, c'était « Et au fait, quelle est la place ?» Alors oui, je sais, Jean-Louis, il faudrait me couper la tête pour qu'on voit un peu mieux les images, mais non, c'est pas vrai. C'est que le plafond n'est pas assez haut. Tu es d'accord ? Excusez-moi, mais donc voilà, hein, les énergies marines renouvelables en termes de maturité, ben, on voit bien hein, entre l'ancien, le plus ancien, le marémoteur, avec un potentiel de développement limité, on va dire. On vient d'avoir une très intéressante intervention, merci, hein, sur l'offshore posé, qui est voilà, le premier segment des énergies marines renouvelables modernes qui est voilà, au stade commercial et au stade du développement. Ensuite, le bloc sur lequel on travaille tous beaucoup en ce moment, qui est vraiment R&D, développement technologique, etc., donc hydrolien, l'offshore flottant, l'houlomoteur et l'ETM, on attendra peut-être quelques années pour le développement commercial grand style de la pression osmotique. Peut-être le suivant. Alors, voilà. Ah oui, c'est à moi et je fais ça, et ça marche. Voilà. Alors, je citerai un autre grand maître de la pensée que celui qu'évoquait Eric Orsena tout à l'heure, mais il y en a un qui disait la prévision est un art très difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir. Bon. On a essayé, c'était l'ADEME pas toute seule, il y a aussi des éléments là-dedans de France Énergie Marine, il y en a qui viennent de l'Agence internationale de l'énergie, etc. Mais c'était au moment des feuilles de route, des notes stratégiques, avant de lancer les appels à manifestation d'intérêt d'investissement d'avenir, d'évaluer, voilà, prospective d'évolution des coûts de l'électricité produits par les énergies marines renouvelables. En gros, on ne va pas entrer dans le détail, vous les voyez au-dessus, l'objectif, c'est de diviser par 2 partout, entre un horizon 2015-2030. Alors, on a cherché à affiner un peu plus des éléments sur quelle pourrait être la part là-dedans du progrès sur les coûts d'investissement, sur les coûts de fonctionnement. On ne va pas du tout rentrer là-dedans, simplement rappeler qu'il y a un enjeu extrêmement important qui est la question du coût de l'argent. Et simplement pour citer un ordre de grandeur, hein, sur des évaluations de coûts évalué 2012 sur l'hydrolien, entre un taux d'actualisation à 5 et un taux d'actualisation à 10, on passe de 190 à 260 euros. Donc cette question de l'accès au financement et cette question de coût de l'argent va être parfaitement déterminante. Mais je voulais juste dire un petit mot là-dessus, et c'est les 3 lignes du dessous, sur ce que peuvent être, on va dire, les angles sur lesquels l'ADEME peut avoir un modeste rôle, mais c'est vraiment 3 points qui nous paraissent importants, qui sont des leviers de baisse des coûts. Il y a une notion, et on rejoint là aussi un peu dans le désordre, mais des choses qui étaient évoquées par Madame, clairement. Hein. Il y a une question d'innovation, de soutien à la R&D, que ce soit sur des systèmes complets ou sur des briques technologiques. Et on a été amené à soutenir un certain nombre de choses là-dessus dans le cadre des investissements d'avenir, mais en se disant aussi que l'innovation, il peut y avoir à la fois des choses qui vont être de rupture technologique, plutôt sur les systèmes, d'ailleurs, comme quand on soutient des éoliennes flottantes à axe vertical, c'est le projet Vertiwind, mais aussi bien des choses qui peuvent être des innovations beaucoup plus incrémentales, sur des choses basiques dont on notait tout à l'heure que finalement c'était le rouge de votre schéma, ce sur quoi on avait du mal à progresser. Bon, là on espère que notamment les résultats de l'appel à manifestation d'intérêt Briques Techno vont nous permettre de progresser sur des choses comme la connectique, qui finalement est un enjeu de baisse des coûts, d'opérationnalité énorme, ou le terrassement au fin fond du Raz-Blanchard quand les marées nous laissent 1 heure par jour pour aller travailler. Donc voilà, il y a des choses autour de ça. Bon, donc premier, R&D innovation. Le deuxième, c'est la collaboration. Alors mon image est partie, c'est de la censure ou c'est juste... C'est pas grave. Marche arrière. Il faut faire marche arrière. Bon, le rouge. Ça marche. Voilà, la collaboration. Que ce soit entre grands équipementiers, certains bien connus ici, des CNS, Alstom sur Cyride, Alstom Nexans sur Orca, que ce soit aussi des industriels et des organismes de recherche. On est à Nantes, on ne peut pas ne pas citer l'école centrale qui, avec l'IFREMER, a travaillé sur le projet Orca, mais on pourrait citer aussi l'IFSTAR ou l'IFPEN. Voilà, cette collaboration organisme académique, industriel, et puis les collaborations entre industriels, grands industriels établis et PME ou start-up innovantes, comme on en a vu par exemple sur Vertiwind typiquement. Le troisième élément, là on rejoint vraiment en plein quelque chose évoqué, il y a des effets d'échelle.
des effets d'industrialisation. Les effets d'échelle, ils valent notamment sur l'évolution de la taille des machines. Bon, l'éolien en mer posé, on passe de 3 et quelques mégas à 5, 6, voire 8 mégawatts. Il va y avoir la taille des hydroliennes, la taille prévisionnelle de l'éolien en mer flottant. Bon, là, les fermes pilotes devront nous permettre de toucher du doigt des choses. Et puis, il y a un deuxième volet qui est une question de développement d'infrastructures industrielles. Et bon, on a modestement contribué à travers les prises de participation, mais l'État participe au développement d'usines de fabrication de pales, par exemple à Cherbourg. Voilà. Peut-être ces 3 leviers à imaginer, et puis finir par dire une chose, cet enjeu de baisse des coûts, c'est effectivement, Eric Orsena l'évoquait tout à l'heure, un enjeu central. Il y a une notion de compétitivité, on est confiant dans la capacité, je crois, de nos entreprises à atteindre cette compétitivité, mais il faut bien penser qu'on a une logique de compétitivité globalement système énergétique, mais qu'on ne peut pas se contenter de dire les renouvelables c'est mieux parce que c'est renouvelable, parce qu'on en aura pour plus longtemps, parce que lutte contre l'effet de serre, etc. On a aussi déjà, et on va avoir d'autant plus, une concurrence, entre guillemets, même si on peut voir ça, c'est aussi une complémentarité qu'on aura bien besoin de tout, mais une concurrence entre énergies renouvelables. Et donc, il y a un enjeu fort pour les énergies marines renouvelables à faire des sauts que sont déjà en train de faire d'autres ENR terrestres, comme l'éolien terrestre, comme le photovoltaïque, ou plus matures, comme l'éolien posé. Voilà. Il y a vraiment un enjeu, mais on y croit. Merci. Parmi les différents leviers que vous avez évoqués, ils sont tous importants, mais s'il devait y avoir une priorité particulière dans le contexte français, sans laisser tomber bien sûr les à côté, quelle est la priorité, le point peut-être le plus important pour vous, ou le plus urgent ? Je ne sais pas si ça ne serait pas un de ceux qui ne sont... pas les 3 derniers que j'ai cités, mais la question de l'évolution du coût de l'argent liée à la question de la visibilité, de la prévisibilité des dispositifs, des marchés, etc. Voilà. Bien, merci beaucoup, M. Chabriat. Alors, on va écouter M. Alexis Krama, qui est chef du business développement offshore de LM Wind Power. Alors, je rappelle que LM Wind Power, peut-être allez-vous le dire, est une entreprise danoise qui, comme vous le savez, est l'un des leaders mondiaux dans le développement et la production des pales d'éoliennes. Bon, sans trahir de secret, je crois que vous avez 12 usines implantées dans 8 pays, donc on va avoir une vision là aussi globale, ce qui est intéressant. Et de ce point de vue, en tant qu'acteur dans l'éolien, quelle est votre vision du marché de l'offshore, en Europe et en France en particulier, et plus particulièrement par rapport à notre table de ronde, comment, à partir de cette expérience cumulée, vous pouvez entrevoir et comment et à quelle échéance cette baisse des coûts ? Merci de me recevoir aujourd'hui. Effectivement, nous sommes une entreprise danoise implantée dans l'éolien depuis une 40aine d'années et nous sommes leaders au niveau mondial, notamment dans l'éolien onshore, mais aussi offshore depuis 1991. Vous avez mentionné la première ferme offshore qui était installée au Danemark, donc effectivement déjà à cette époque-là avec nos produits. Donc nous avons une vision globale, mondiale de l'éolien, y compris offshore. Notre vue, c'est qu'effectivement le secteur des renouvelables est amené à se développer très fortement. Perspectives macroéconomiques et tous les fondamentaux sont là au niveau de la décarbonisation, de la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans les différents pays. Donc le contexte est là et l'onshore a démontré que dans beaucoup de pays, cette énergie éolienne est déjà ce qu'on appelle le grid parity, c'est-à-dire correspond au prix du coût électrique sans subvention. Donc c'est déjà le cas dans certains endroits en Europe, c'est le cas dans certains endroits dans le sud des États-Unis, en Amérique du Sud et y compris en Chine. Alors l'éolien onshore s'est développé il y a plus de 20 ans et aujourd'hui on est au début de l'éolien offshore. Notre expérience, c'est que dans l'onshore, les coûts ont réduit de 40% par décennie. Et c'est à notre propre échelle, donc fabricant de pales, c'est de manière équivalente le cas. C'est à peu près cet ordre de grandeur, moins 40% par décennie, donc avec 35 ans de recul dans l'industrie. Aujourd'hui, l'éolien offshore a commencé à se développer depuis 4-5 ans. Donc oui, on voit déjà les 11% en Angleterre. Nous sommes assez confiants, en tout cas en ce qui concerne la turbine, et sur quoi on peut jouer avec les rotors, c'est-à-dire augmenter l'énergie annuelle et réduire les coûts.
continuer sur cette tendance-là. Parce que tous les éléments, quelque part, sont innovants, deviennent plus grands, mais on est basé sur des choses qu'on maîtrise et sur lesquelles on a de l'innovation progressive, donc qui permet de contrôler les risques. En ce qui concerne les perspectives de marché, notre vision donc, au niveau global, c'est qu'à peu près d'ici 10 ans, ce qui permettrait de bien lancer et confirmer cette industrie, il va y avoir à peu près 60-65 gigawatts d'offshore posés, installés dans le monde. À peu près plus de la moitié en Europe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'ici 5, 6, 7 ans, on va avoir 5 gigawatts de marché annuel en Europe, avec les grands pays, Angleterre, Allemagne, Scandinavie, et aussi évidemment Pays-Bas et France qui commencent. Et alors c'est intéressant, ça veut dire que la perspective de croissance, c'est à peu près 20% de croissance annuelle d'ici 10 ans, donc assez intéressant pour des industriels de se positionner. C'est pourquoi nous nous positionnons. Mais quelque part, 5 gigawatts par an, quand on regarde les perspectives de turbines 6, 7, 8 mégawatts d'ici 5 ans, ça veut dire qu'il y aura 600-700 unités par an en Europe, et donc le double à peu près dans le monde. Et donc les effets d'échelle, ils sont intéressants, mais limités. On parle de volume plus aéronautique que automobile. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel nous essayons de nous positionner avec les différents acteurs en tant que fournisseurs de composants clés. Belle croissance au niveau mondial avec le leader européen, parce que je crois que c'est vraiment une échelle européenne dans laquelle il faut voir ce problème de réduction des coûts. Au niveau national, les volumes ne seront jamais assez grands pour pouvoir réduire les coûts suffisamment. Et donc avoir une filière européenne mature qui pourra réduire les coûts et après pouvoir exporter dans les autres endroits du monde, y compris l'Asie, avec les savoir-faire que nous aurons réussi à développer. Merci beaucoup. Alors, j'ai profité de votre proximité à côté de Laurent Michel pour vous demander, en tant qu'industriel, quelles sont vos attentes au niveau des pouvoirs publics pour tirer le meilleur parti, si vous voulez, du marché français? Alors, dans la ligne de ce que je viens de dire, comme pour tout industriel d'ailleurs, réduire les coûts, ça veut dire investir. On ne réduit pas les coûts en restant à périmètre constant. Donc l'innovation en R&D, un investissement dans des technologies de production, parce que ce n'est pas que l'innovation produit, c'est aussi l'innovation dans la chaîne de valeur, dans la production, dans le manufacturing, et je dirais même encore plus dans le manufacturing. Donc ça demande d'oser, d'embaucher des personnes, de former des personnes et d'investir dans des équipements qui sont assez chers. Et ce qui permet d'investir, c'est la confiance dans l'avenir. Donc, par rapport au pouvoir public qui définissent les règles énergétiques du pays, c'est d'avoir une feuille de route très claire et je dirais pas seulement des objectifs politiques, mais des objectifs quantifiés et, comme on dit, legally binding en anglais, qui permettent en fait d'avoir une visibilité de retour. Parce qu'on préfère avoir des prix plus bas, mais compter sur des perspectives à une dizaine d'années où on est sûr que les équipements investis seront amortis suffisamment. Donc en fait, réduire les risques, c'est ce qui permet d'aller de l'avant. Est-ce que cela vous semble suffisamment attractif à ce stade en France aujourd'hui, ou vous attendez encore un certain nombre de mesures permettant justement d'établir, d'ancrer, pour rester dans le vocabulaire maritime, cette confiance? Alors je pense qu'il y a une approche intéressante en France par rapport à d'autres pays, en tout cas européens, sur lesquels nous agissons, c'est le fait d'avoir fait des très gros appels d'offres, donc 2 fois 1,5, 3 gigawatts d'un seul coup. Ça permet de donner une forte visibilité pour investir. Parce que par exemple, si je prends les cas de l'Angleterre, il y a des objectifs de 30 gigawatts, beaucoup plus grands, mais les projets sont relâchés par petites touches de 600, 700 mégawatts. Et donc c'est très difficile de pouvoir se positionner avec ce manque de visibilité. Donc je dirais que c'est intéressant d'avoir aujourd'hui un premier pas de 3 gigawatts. Ça commence à donner des perspectives suffisantes pour penser à investir dans des usines et à développer un écosystème intéressant. Toutefois, c'est vraiment un premier pas et il faudrait voir ce qu'il y aura après 2020. Parce que les investissements ne sont pas à un horizon de 5 ans. Lorsqu'on est un industriel, on construit des usines sur des périmètres de 5, 10, 15, 20 ans. Donc ce n'est pas une ferme éolienne qui va être installée en 3 ans et puis après tout est plié. C'est vraiment des investissements d'avenir. Et donc effectivement, si on pouvait avoir un peu plus de volume ferme
derrière 2020, ça serait intéressant pour confirmer les décisions d'investissement. Merci beaucoup, Monsieur Crama. Alors, Philippe Cavafian, je rappelle que vous êtes président du pôle éolien offshore de la commission éolienne du CER. On a beaucoup parlé ensemble. Je sais que tout le monde sait ici que vous croyez beaucoup à la baisse des coûts. Alors, là encore, quelles sont pour vous les conditions nécessaires, les points d'accélération, les effets de levier les plus marquants pour obtenir rapidement ces baisses de coûts? Alors effectivement... Alors peut-être d'abord au niveau de l'éolien, hein, puis après on verra peut-être sur d'autres... Alors effectivement, l'enthousiasme, je le partage. Je dirais même que je suis encore plus optimiste que ma voisine. Au niveau européen, je dirais peut-être un peu plus vigilant sur ce qui peut se passer en France, sur l'avenir. Vous nous direz pourquoi, par contre. On va vous expliquer pourquoi. On va parler d'abord de l'éolien posé, qui est effectivement, en termes de maturité, le secteur dans lequel on a les effets de volume. Alors pourquoi je suis encore plus optimiste que ma voisine? Je ne crois pas qu'on a aujourd'hui, déjà dans les installations des projets actuels, l'effet des machines de plus grande puissance. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'effet volume, avec une croissance, on est à 8 gigawatts, c'est-à-dire que dans les 2 dernières années, on a installé 3000 mégawatts en Europe. Ça fait 2 EPR, Laurent, puisque c'est l'unité de compte en France de la capacité. Donc ça fait 2 EPR d'installer, et on va en installer dans les 18 prochains mois l'équivalent de 2 EPR à nouveau. Donc il y a le bénéfice des effets de série. En revanche, les machines qu'on installe encore aujourd'hui sont des machines de 3,6 MW, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore l'effet volume sur la nouvelle taille des machines. Et l'axe volume et l'axe technologie, c'est en fait 2 axes qui sont complémentaires, mais qui fonctionnent en série. C'est-à-dire que quand on passe à une nouvelle technologie, il va y avoir au début une adaptation de l'optimisation sur tous les autres éléments de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que pour réussir à installer aussi bien, aussi vite et de façon aussi efficace des machines qui font 8 MW demain, il faudra adapter les bateaux, les méthodes, les formations des gens qui installent des machines de 3,6 MW aujourd'hui. Alors quand on voit qu'on arrive à mettre 11 éoliennes sur un bateau avec tous les composants et qu'on fait en un voyage l'installation de 11 éoliennes, ça veut dire qu'aujourd'hui on s'est installé en un voyage 40 MW. Donc le vrai critère de réussite demain, c'est quand on saura installer en un voyage de bateau 45, 50 MW avec les nouvelles machines. Donc on a déjà effectivement aujourd'hui le signe évident de la baisse des coûts sur les effets de série, au niveau des composants certes, mais je pense aussi beaucoup plus dans ce que j'appelle l'usine en mer, c'est-à-dire tous les éléments de l'installation qui sont avec les bateaux, avec tous les surcoûts liés à la sécurité en mer, des facteurs sur lesquels l'optimisation est déterminante. On a à venir l'effet, je dirais, le bénéfice de la technologie, des machines plus grandes, réduction des coûts de l'infrastructure automatiquement parce que par voie arithmétique, on réduit le nombre de fondations. Mais la technologie, c'est aussi aujourd'hui une optimisation du calcul des structures portantes avec une meilleure intégration. Là, on parle de coopération entre les acteurs, entre les turbiniers, les sociétés qui font les fondations, une meilleure intégration aussi de la partie électrique. On a parlé de l'exemple de Siemens sur la conversion. Donc il y a de l'innovation dans l'aérodynamisme, dans le profil des pales, dans l'efficacité à capturer l'énergie du vent. On est encore dans un domaine où la technologie ouvre de nouveaux espaces et améliore l'efficacité des machines. Donc on a à la fois l'effet volume et l'effet technologie qui va contribuer à confirmer la courbe de réduction des coûts au niveau européen. Alors, attaquons le cas français pour lequel il semble que vous soyez un tout petit peu moins, ou un peu moins, j'en sais rien, optimiste. Pourquoi cette différence? Puisque les causes que vous évoquez devraient jouer partout, il n'y a pas de barrière géographique, a priori. Alors, l'optimisme européen, il se traduit par l'annonce à 103 € du mégawattheure de Horns Rev 3, qui a été donc une réduction de 30% par rapport à l'appel d'offres précédent sur le même site. Il y a des effets de mutualisation. Alors pourquoi on est un peu plus vigilant en France? On est optimiste dans la profession pour cibler un objectif à 100-120 € du mégawattheure à l'horizon 2030, moyennant volume. Alors c'est là, évidemment, c'est le moyennant volume qu'il faut décliner. Le risque en France, c'est de décider
qu'on va faire dans 7 ans des machines. On met beaucoup plus de temps entre l'attribution et la construction. On est à peu près avec, si on compare aujourd'hui les annonces qui ont été faites, les champs Hornsrev 3 ou de East Anglia, la première phase, les attributions avec les tarifs, ça va être construit avant les premiers champs français. Les premiers champs français, je vous rappelle, ont été décidés ou attribués en 2012. Ceux qui ont été attribués en 2014, on est en train de parler au-delà de 2020. Donc si on ne fait pas attention à faire un peu plus vite, on va tout simplement installer en France des machines avec des tarifs qui coûtent à peu près 2 fois plus cher que le reste de l'Europe, à peu près 5 ans trop tard, quoi. Donc en fait, la faiblesse française, c'est la durée beaucoup plus longue. Je sais que Patrick Boissier évoquera sans doute cela. Je sais qu'au Canada, ça va parfois un peu plus vite, nettement plus vite. Donc pour vous, l'handicap français, c'est celui-ci. On l'évoquera sans doute cela beaucoup plus dans la deuxième table ronde. Qu'est-ce qui permettrait, je dirais, d'accélérer la concertation néanmoins nécessaire ? Comment accélérer ? C'est pas un handicap, c'est un point de vigilance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut viser à accélérer les délais entre le prochain appel d'offres et les constructions. Alors, comment on peut procéder ? Tout simplement, simplification administrative, on en a parlé, il y a de très bonnes initiatives pour réduire les délais et simplifier les procédures. On a le soutien des pouvoirs publics, les textes sont en train d'être décidés. Ça sera utile pour les projets actuels et les prochaines procédures. Il y a aussi une réflexion sur l'architecture même des appels d'offres. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire plus tôt, en amont de l'attribution, une forme de dialogue compétitif qui permet en fait de définir avec des études préalables un peu mieux les champs sur lesquels les candidats doivent travailler, et avec un dialogue interactif, permettre aussi aux candidats de ne pas se décider trop tôt sur une technologie ou sur des hypothèses de site qui vont l'obliger en quelque sorte à mettre une prime de risque dans ces hypothèses. Donc pour vous, le nouveau dispositif d'appel d'offres peut être une opportunité. Alors, vous n'allez peut-être pas développer, peut-être que M. Laurent Michel pourra le faire tout à l'heure, mais pour vous, c'est quelque chose qui pourrait pousser en ce sens. Tout à fait. La façon même dont on va concevoir le prochain appel d'offres permettra de décider un peu plus tard avec un peu plus d'informations et donc aux candidats de faire un calcul plus ajusté du tarif qu'ils demandent. Dernière question, vous avez beaucoup parlé, bien sûr, c'est normal, de l'éolien. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot peut-être des autres EMR ? Je pense au flottant, à l'éolien flottant, pour rester dans l'éolien, et puis également au niveau des hydroliennes. Est-ce qu'on est déjà en mesure d'entrevoir la baisse des coûts sur ces autres segments, en quelque sorte, d'énergie marine renouvelable ? Ou c'est encore un peu tôt ? Alors, sur les autres énergies marines, on a vu le graphe de l'ADEME. Effectivement, on est beaucoup plus tôt dans le développement. Les stades de maturité sont beaucoup plus en amont. Je dirais dans l'ordre, l'hydrolien est au stade de la ferme pilote, donc on n'est pas vraiment avec l'effet volume. C'est très difficile en fait de faire autre chose que de comprendre le vrai coût d'une ferme. C'est l'objet du projet de la ferme pilote. L'éolien flottant, on est encore à un stade encore plus en amont, c'est-à-dire qu'on est en train, aussi bien dans l'axe horizontal que l'axe vertical, de comprendre la vraie équation entre le flotteur et les turbines pour comprendre le coût d'une éolienne flottante. Et le houlomoteur, je crois on peut dire qu'on est encore au stade du prototype sans vexer personne. Donc on n'a pas, je dirais, stabilisé la technologie ou les projets suffisamment pour pouvoir voir cette tendance de baisse de coûts. En revanche, il n'y a aucune raison de penser qu'une fois qu'un choix technologique de filière sur l'éolien flottant sera fait et que l'effet volume commencera à jouer sur les fermes commerciales, il n'y a pas de raison de penser que le flottant ne va pas suivre une courbe de progression de réduction du coût comme l'éolien posé. Simplement, les problèmes seront différents, ne serait-ce que pour les questions d'ancrage, les questions de houle qui ne sont pas les mêmes, quoi. D'accord. Merci. Une question peut-être qui s'adresse à vous-même ou à M. Krama. Tous deux, vous avez évoqué la nécessité de s'intéresser à un marché qui, au niveau de l'échelle, soit plus large qu'un marché national. C'est ce que vous avez évoqué tous deux. Bon, il semblerait que les entreprises danoises soient bien informées des opportunités en France. Mais est-ce qu'à l'inverse, les industriels français sont informés des opportunités qu'ils peuvent avoir à l'étranger ? Alors, je vous remercie parce que ça, c'est, je pense, un des points les plus importants. Pour ne pas rater le train de l'éolien posé en Europe, les acteurs français, dans lesquels je suis très optimiste personnellement dans la capacité de recherche et de développement qu'on a en France, dans les services maritimes, dans les technologies de bateaux pour la maintenance, il y a énormément que des sociétés françaises peuvent apporter
dans le secteur. Je ne vais pas citer Rolix, NTN, SNR, STX, enfin des acteurs qui sont déjà dans l'éolien posé et qui doivent absolument ne pas attendre les champs français pour réussir. Parce que sinon, leur potentiel passera derrière l'expérience que les autres auront acquis. Merci. Monsieur Crama, vous voulez peut-être intervenir sur ce sujet ? Tout à fait d'accord. Se positionner très tôt pour pouvoir se mettre sur la courbe d'expérience et pouvoir réduire les coûts et être compétitif. Donc en profitant des marchés existants en dehors de la France, effectivement. Merci beaucoup. Alors, dernier intervenant, Laurent Michel, je ne représente plus, directeur général de l'énergie et du climat au MED. On a évoqué un certain nombre d'éléments, même si on y reviendra dans la table ronde numéro 2, sur cette nécessité peut-être de comprimer les délais. Philippe Cavafian évoquait ce nouveau dispositif d'appel d'offres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? En quoi ça va véritablement changer et en quoi, s'il provoque un changement, va-t-il permettre justement d'accélérer les choses peut-être et surtout, puisque c'est le thème de notre table ronde, d'abaisser les coûts, ce à quoi croit Philippe Cavafian. Je crois qu'on a vu qu'il y a des potentiels importants qui se situent à diverses étapes de la chaîne de coûts des projets. Et qu'il existe des leviers théoriques qui sont identifiés par la science industrielle, on va dire, qui sont en train d'être actionnés et qui marchent, et d'autres, on sent les solutions. Donc, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur l'outil ou le parc en tant que lui-même. Il y a vraiment toutes les pistes, mais peut-être à la fois sur les composants, c'est ce qu'a dit M. Cavafian, l'idée, et ça renvoie à la filière de l'usine en mer, l'installation. Parce qu'effectivement, c'est peut-être plus prégnant et c'est pas par rapport à d'autres filières renouvelables où le coût de pose, on va dire, n'est pas différenciant. Là, pour le coup, on le sait, on a eu des échanges avec vous, avec d'autres, ça, faire des fondations, et pour l'exemple que vous avez cité de le nombre d'éoliennes qu'on arrive à amener avec un bateau, ça a l'air tout bête, mais au plan industriel, c'est crucial, parce que si on met 3 fois plus de bateaux que ce qu'il faut, comme en plus parfois semble-t-il les bateaux quand il y a des tempêtes ça marche pas. Donc l'outil industriel, l'innovation, je crois qu'on va continuer au niveau État à soutenir l'innovation sur les briques et aussi sur Michel Barnier a dit l'innovation peut-être incrémentale ou industrielle. C'est important. Alors après il y a effectivement l'effet confiance et l'effet volume durée. Ça, et où à la fois il faut qu'on ait un certain volume national et comme il a été dit, les industriels se projettent aussi, soit les grands ensembliers, mais aussi ceux qui font des pièces importantes sur les champs anglais, les champs danois, les champs allemands, parce qu'effectivement, s'ils attendent qu'on ait 50 gigawatts en France, ça peut durer un moment et ils auront peut-être consommé tout leur cash à avoir développé des produits qu'ils n'auront vendus qu'en France. Donc, en même temps, on peut imaginer que c'est délicat de savoir à quel moment ils franchissent ce cap. En tout cas, nous, je crois qu'on peut aussi soutenir cette idée, en tout cas la soutenir par exemple au niveau innovation, donc on ne développe pas un produit rien que pour le produit au niveau français. Alors néanmoins, c'est vrai qu'on a une responsabilité de donner un signal, parce que nos gigawatts, ils vont contribuer un peu plus, un peu moins, comme avec les gigawatts anglais, allemands, belges ou autres, à créer cet effet volume et cet effet confiance. Donc ça, je crois qu'on est engagé clairement dans cette optique avec les programmations pluriannuelles de l'énergie, de tracer cette perspective volume. Et il y a effectivement aussi une perspective, deuxième question, c'est la perspective volume et délai. Je retiens 2 idées. Alors, il y en a une, c'est effectivement de la décision jusqu'à la concrétisation qu'on peut gagner. On a déjà des idées, voire des réalisations qui sont en train d'être faites avec, par exemple, ce décret sur les recours pour raccourcir le délai qui peut être celui lié à des processus et procédures administratives. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Peut-être. En même temps, on sait qu'il y a des études d'impact, mais continuons à travailler là-dessus. Je retiendrai la deuxième idée donc, par rapport à l'appel d'offres et au choix des projets. Effectivement, si ça dure trop longtemps et qu'on est figé dans « Ah oui, mais vous avez répondu en disant que vous faites comme ça, et pour des raisons juridiques qui ne sont pas que les nôtres, qui peuvent être celles d'un concurrent. » Je ne citerai
personne, mais il est un sport national et international d'attaquer son confrère et ennemi en même temps, et c'est la vie, c'est aussi la démocratie. Il faut que ceci si on puisse ouvrir des possibilités d'ajuster les projets tout en étant dans la clarté, parce que quelqu'un qui serait sélectionné en disant je fais comme ça, et puis 3 ans après, par des passe-passe dans les couloirs ministériels, il a changé son projet, ça ne marche pas non plus, on est dans un état de droit. Donc ça renvoie effectivement à des conceptions, entre autres des appels d'offres et la manière dont les projets peuvent se construire pour qu'effectivement on puisse bénéficier au moment où vraiment, le projet appuie sur le bouton définitif de la dernière technologie, qui n'est pas que celle de la turbine, qui est celle de la globalité. C'est des idées sur lesquelles mes services travaillent. On rencontré le CER et France Énergie Éolienne récemment. Il y a le mot magique, le groupe nominal, comme on dit en grammaire, magique, dialogue compétitif. Alors c'est sûrement c'est magique, mais après ça doit s'écrire en un certain nombre de pages juridiques relativement pointues. Donc je pense qu'il faut qu'on ait un travail à la fois rapide et précis sur ce sujet pour que si on va, et je pense il faut y aller, parce que se dire qu'on choisit comme ça en comparant 2, 3 ou même 5 dossiers 10 ans avant qu'ils soient construits, et puis c'est take it or leave it, on prend le moins cher, on n'a même pas la capacité de négocier, alors qu'on sait que ça peut se faire dans d'autres systèmes, entre guillemets, de type concessif. Je pense qu'on ne peut plus rester, c'est un peu la grande politique que nous avons, il faut qu'on invente quelque chose. En même temps, il faut que ça soit solide et praticable, qu'on ne s'en mêle pas les pieds dans le tapis les uns et les autres. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille sur ces appels d'offres pour trouver Et c'est évident qu'à ce moment-là, ça peut être quelque part gagnant-gagnant, parce qu'à ce moment-là, on se donne le temps de choisir les technologies, le meilleur projet, de voir finalement jusqu'où on peut aller. Et le bénéfice, il est des deux côtés, parce que effectivement, nous, collectivité nationale, je parle de l'État, on aura de l'électricité moins chère, mais aussi les producteurs, les ensembliers ou les producteurs, ils auront pu développer leurs produits en étant sûrs qu'ils peuvent les mettre dans les appels d'offres, et ça assurera les volumes, parce que aussi clairement, moi j'imagine tout à fait, parce qu'il faut à un moment aussi s'assurer que les appels d'offres pourraient être infructueux si les prix n'étaient pas bons. Voilà, et là, ça sera la catastrophe pour tout le monde, mais clair, s'il y a des nouveaux appels d'offres, ce ne sera pas du take it ou leave it au prix des précédents, ce sera du leave it au prix des précédents. Donc là aussi, ça peut être gagnant-gagnant d'avoir ce système où on va... Alors après, il faut l'inventer. Est-ce que c'est quelque chose de purement franco-français, qui procède du raisonnement, qui procède du retour déjà sur l'expérience, ou c'est quelque chose qui a été aussi inspiré par ce qui se passe à l'étranger? Est-ce qu'on tient compte, lorsqu'on établit des choses en France, de ce qui se passe à l'étranger dans le domaine? Nous avons un phare. Donc la France, vous savez, le phare qui éclaire le monde depuis les Lumières. Mais sur les ENR, on s'auto-éclaire, il faut s'auto-éclairer avec nos collègues. Les phares s'éclairent les uns les autres. Et il faut, sur cette filière comme sur d'autres, regarder ce qui se passe à l'étranger. On a des échanges réguliers, informels ou plus formels, avec divers pays. Il faut voir, on a les entreprises qui, elles aussi, sont encore plus internationales que nous. Nous, pour aller à l'étranger, il faut parler avec les autorités étrangères. Les entreprises, elles ont aussi cette chance de pouvoir nous ramener la vision des expériences. Donc, il faut qu'on en tienne compte, et je dirais de plus en plus, en ajoutant, c'est un bémol, c'est pas toujours simple, mais c'est logique de savoir quel est le secret de fabrique de nos pays amis, voisins et parfois néanmoins concurrents, mais c'est bien logique. Mais en même temps, il y a des échanges. Et d'ailleurs, des collègues de pays étrangers nous ont proposé récemment des échanges non seulement sur ces sujets, par exemple d'éolien offshore, et pas que sur les questions de coûts. Donc c'est aussi quelque part cette Europe de l'énergie qui doit avancer en échange. Je pense aussi qu'on a quelques bonnes idées, et puis dans la confrontation on peut voir y compris les bonnes idées qui sont là d'un côté, qui ne marcheraient pas chez nous pour diverses raisons, et aussi d'apprendre entre guillemets, des erreurs des autres ou des nôtres. Donc ça, c'est aussi un axe de progrès. On peut aussi regarder ce qui se passe dans d'autres secteurs de gestion, entre guillemets, de grosses infrastructures. Dans notre ministère, on a la chance d'avoir par exemple, des transports qui ont
de nombreux exemples de concessions diverses, d'infrastructures, de gros investissements. On peut trouver des exemples et des soutiens. Une dernière question en guise de transition par rapport à la table ronde numéro 2. Qu'est-ce qui, en dehors de ce nouveau dispositif d'appel d'offres, peut être envisagé au niveau de l'État pour essayer, comme l'évoquait Philippe Cavafian, une compression des délais entre le moment où on veut se lancer et la réalisation? Qu'est-ce qu'on peut encore imaginer? On parlait de régime d'autorisation unique. Qu'est-ce que l'État peut faire en plus pour faciliter cette nécessité d'aller beaucoup plus vite ou aussi vite que les autres, tout au moins? Bon, il y a des aspects procéduraux je dirais, qui sont du très amont, qui sont l'amont, la procédure et l'aval, c'est-à-dire le contentieux. Sur le contentieux, là, je pense qu'avec le décret, on trouverait un. Et pour quand ce décret? Quelque part cette année. Et le plus tôt possible cette année, on a encore quelques ajustements et étapes, par ailleurs, de consultation obligatoires à mener. Et qu'en est-il pour la Cour d'appel unique? C'est à peu près pareil. C'est ça, c'est dedans. C'est dedans. Ça sera un ensemble. C'est ce décret qui diminue le nombre de niveaux de recours. Donc là, j'ai l'impression que cet aval, on sera à peu près à ce qu'on peut faire, comme j'ai dit plusieurs fois, nous sommes dans un état de droit et le contentieux existe. Et d'ailleurs, nous sommes les uns et les autres à la fois victimes des contentieux, mais aussi auteurs de contentieux. Donc, c'est l'état de droit, mais là, on trouverait, je pense, un équilibre. Dans le pendant des procédures, donc, vous savez qu'on a des expérimentations de permis uniques pour l'éolien terrestre et les méthaniseurs qui sont dans cette région, qui vont être généralisés à toute la France par la loi sur la transition énergétique. Il y a aussi un permis unique loi sur l'eau qui va être généralisé. Et il y a l'idée, mais alors il va falloir qu'on l'affine, il y avait l'idée d'un permis unique pour les énergies marines, mais il faut voir comment on la marie avec le permis unique loi sur l'eau. Mais dans tout ça, on va, je pense, aussi aller vers un permis unique. Est-ce que ce sera un régime spécifique énergie marine ou un régime général, permis unique loi sur l'eau? Il faut qu'on affine, sachant que quelque part, plus on crée de procédures de permis unique adaptées à chaque objet, c'est sympa pour l'objet à qui on a fait la procédure, c'est déjà moins sympa pour l'administration parce qu'elle est en train, ce qu'elle a simplifié d'un côté, elle est en train de le recomplexifier de l'autre, mais aussi, par exemple, à un moment, le droit redevient très éclaté, parce que tout le monde, il y a des gens qui font à la fois des éoliennes en mer, à terre. Il faut qu'on essaye. On n'est pas encore tout à fait au stade d'avoir un permis unique pour tous les objets. L'idée, il y a des groupes de travail et des commissions, entre autres présidées par le sénateur, ancien ministre Alain Richard, sur la modernisation du droit de l'environnement, c'est d'aller vers quelques grandes catégories de permis uniques plutôt que par une multitude de permis uniques par objet. Mais c'est bien l'objectif. Ce qu'on voit, des retours d'expérience sont déjà en train d'être faits sur les procédures à installation classée, c'est qu'on s'est fixé des délais de 10 mois maximum, on les tient, parce que ça amène, en fait, c'est pas l'unicité du permis qui en soi est révolutionnaire, ça amène à refaire de la réingénierie administrative et qui implique aussi le porteur de projet qui doit grouper ses dossiers, ça amène une vision plus globale. On voit qu'on arrive à aller plus vite. Il y a sûrement quelques éléments de retour d'expérience quand on passera à la généralisation de l'expérimentation. Ensuite, c'est plus une expérimentation, c'est gravé dans le marbre. Après, il y a tout l'amont qui est aussi les phases de... On sait qu'on doit passer du temps en concertation pour définir les zones, puis les projets. Ça, on va y venir, l'acceptation. On va attaquer avec la il faut trouver le bon équilibre, ni trop ni trop peu. Ce n'est pas une série de 5 débats publics sur un site qui fait qu'il est acceptable. En même temps, on sait que si on n'en fait pas, ça ne marche pas. Je ne sais pas quelles pourraient être les idées pour comprimer ces phases amont. Mais on peut aussi en passer. Et là, l'expérience est avant. On peut pas faire une partie de ces concertations. C'est ce qu'on fait, par exemple, pour les zones propices. C'est hors procédure de l'appel d'offres. C'est avant. Et ça, c'est du temps, quelque part, qu'on gagne pour les porteurs de projets. Et là, on sait ce que font les autres, parce que tous les autres partenaires européens sont tous comme nous, ni plus ni moins, des États de droit. Donc j'imagine qu'il y a également ce problème de recours de contentieux. Comment se fait-il que les autres États aillent quand même globalement plus vite, tout en étant dans l'État de droit? Il faut que l'on affine. Après, j'ai tendance à penser qu'on voit toujours les côtés négatifs de notre système, pas toujours aussi lent que ce qu'on dit, les autres ne sont pas toujours aussi rapides, donc je vais m'en tirer par une pirouette. Je me souviens
d'un grand groupe industriel du pétrole, qui n'était pas un groupe français, on parle pas de qui me disait, mon Dieu, vous savez, chez nous, il était mondial, il disait, au large de la Virginie, c'est impossible de faire quoi que ce soit parce qu'il y a des retraités et les procédures sont longues et on a renoncé à faire quoi que ce soit. Donc il ne faut pas non plus désespérer, mais comme dit, il faut aussi qu'on aille voir ce qui se fait sur ces processus. En se disant aussi qu'à un moment, il faut aussi qu'on stabilise nos réformes administratives et de processus, parce qu'il y a des temps d'apprentissage pour tout le monde et pas que pour les fonctionnaires. Parce que si on invente, on l'a fait sur l'éolien terrestre, le permis, en gros, il sera peut-être encore adapté. On ne va pas en réinventer un nouveau pour l'éolien terrestre dans 3 ans qui serait peut-être mieux, mais qu'on mettrait 4 ans à s'approprier les uns les autres. Il faut qu'on fasse un peu en une ou 2 fois maxi nos réformes de procédure, parce que la transition n'est pas simple. Merci beaucoup, monsieur Laurent Michel. Merci à chacun d'entre vous. Je crois qu'on peut vous applaudir.